Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du championnat du monde d'endurance de la course du WEC. C'était du côté de Portimao. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette course du côté de Portimao. Et puis, il s'en est passé quand même des vertes et des pas mûres, comme diraient les jeunes. Comme diraient les actifs, on parlera donc de la catégorie Hypercar, LMP2 et LMGT AM. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ces différentes catégories, qui a performé, qui a été en difficulté, pour tout savoir ce qui s'est passé du côté de Portimao, avec encore des problèmes de gravier. Je ne sais pas si vous avez vu, on en reparlera aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans les différentes catégories. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos endurance. Il va y avoir notamment le prochain meeting du côté de Spa, les 24 heures du Mans aussi, qui arrive vite, c'est en juin, les 24 heures du Mans. Alors je crois que ça tombe pas top pour moi, donc je pense que les 24 heures du Mans, c'est la période où je suis un petit peu en vacances, donc ça va être voilà, ça va être tendu. Je fais quand même des vidéos, mais je ferai des vidéos à la webcam de mon ordinateur, donc en qualité un peu moins bonne, mais je pense qu'on fera une vidéo sur les 24 heures du Mans, parce que c'est un moment important de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? EPS 2.0 également sur Spotify et Deezer, Google Podcast, un peu partout, un peu dans toutes les crèmeries de podcast. Et puis également TikTok, les débriefs rapides de moto, de F1, de cyclisme également. On commence tout de suite avec Portimao, ces 6 heures de Portimao. Alors on a encore des petits soucis avec une voiture qui est montée dans les tribunes. C'est toujours le même problème à Portimao. Bon, je me répète de ce que j'ai dit déjà du côté de la moto. C'est que certains se sont plaints du fait qu'il y avait des graviers en disant les graviers ça ralentit pas les voitures. Les graviers ça peut ralentir les voitures, sauf que le gravier ça doit être bien préparé. C'est-à-dire que le gravier doit être pas trop gros, et là c'est pas du gravier, c'est des pierres à Portimao. Pour ceux qui savent, ce sont vraiment des petites pierres parce que le gravier fin ne peut pas être utilisé pour le circuit de Portimao parce qu'il est réservé au Portugal à la construction. Et donc on en a importé, la FIA a importé un petit peu de gravier, mais il n'y en a pas importé suffisamment pour tous les bacs à gravier. Donc on a encore ces grosses pierres, c'est vraiment quasiment des petites pierres en fait, des gros cailloux qu'on a. C'est pas du gravier fin, c'est pas ce qu'il faut se mettre dans l'idée, c'est que c'est pas du gravier fin comme on peut avoir au Mans, comme on peut avoir sur d'autres circuits habituellement. Là c'est vraiment des mini pierres qu'on a. Et tous les pilotes de moto s'en plaignent. De toute manière, la FIA, mais la Dorma également, enfin la FIM plutôt, a demandé des modifications au niveau des bacs à gravier, mais c'est un vrai problème pour ce circuit, c'est que, encore une fois, les bacs à gravier, il faut du gravier fin qui est réservé à la construction, et ensuite, il faut que ce gravier soit bien préparé. Mais du gravier sur un bord de piste, pour moi, c'est beaucoup moins dangereux que des zones en goudron qui ne ralentissent absolument pas les voitures. Il faut juste que ça soit bien préparé. Il ne faut pas qu'il soit trop tassé. Parce qu'il faut que la voiture puisse s'enfoncer légèrement dedans, mais pas trop non plus, parce que si elle s'enfonce trop facilement dans ce gravier, elle risque de faire un petit peu arrêt buffet. Et dans ce cas-là, on peut partir en tonneau. Donc voilà, c'est un juste milieu qu'il faut trouver, mais pour moi, le gravier, ça fonctionne. J'ai vu des mecs dire, le gravier, ça marche pas. Non, le gravier, on a vu que ça marche. Et quand il n'y a pas de gravier, notamment au Castellet, il faut des dégagements de 50 cm. Enfin, c'est énorme la taille des dégagements au Castellet. On peut pas le faire sur toutes les pistes. Voilà, donc il y a un moment, il faut être raisonnable. Si le gravier, ça marche, il faut juste que ça soit bien fait. Et à Portimao, c'est mal fait. Comme le gravier il est trop gros, à Portimao, les voitures ont tendance à surfer sur le gravier, à pas s'enfoncer. Ce qui fait qu'elles ne ralentissent pas, en fait, vu qu'elles restent en surface du gravier, donc c'est comme si c'était du goudron. Ce qui pose le problème. Et en plus, comme elles ont tendance à surfer un petit peu, elles ont tendance à s'envoler. Et les murs des pneus étant pas hyper hauts, ça pose problème. Bon, il n'y a pas eu trop de soucis du côté de la course d'endurance. On commence avec la victoire de Toyota. Alors oui, Toyota, certains ont dit, a été mis un petit peu en difficulté. Ça, c'est si on regarde le score, oui, parce que l'autre voiture a eu des problèmes de fiabilité. Il faut mieux avoir les problèmes de fiabilité aux 6 heures de Portimao qu'aux 24 heures du Mans. Ils ont déjà eu des soucis de fiabilité, parfois Toyota, sur des courses de 6 heures. Alors c'était plutôt avec leur P1 qu'avec l'Hypercar, parce que l'Hypercar a plutôt été très fiable, a plutôt eu des bons scores de fiabilité dans sa carrière. Mais forcément, je pense qu'ils doivent se dire,
On a moins de marge sur nos adversaires, donc on pousse un peu plus au niveau des moteurs. Là, en plus, il disait, chez Toyota, on aurait pu faire continuer à faire rouler la voiture. Elle aurait juste perdu de la puissance, mais elle aurait pu finir la course. Le problème, c'est que la FIA nous a imposé une réparation parce que voilà, ça a posé des problèmes à la FIA. Donc c'est la FIA qui a imposé la réparation à Toyota et c'est pas un Toyota qui a vraiment décidé de faire la réparation à ce moment-là de la course. Donc c'est la 8 qui s'impose avec Buemi, Hartley et Hirakawa. Ils étaient plutôt contents de la voiture, puis surtout là ils avaient une marge de sécurité par rapport à leurs adversaires. Voilà, tout le monde finit à un tour. Ils n'ont jamais été vraiment mis en difficulté à part les soucis on va dire techniques. Ils n'ont pas été mis en difficulté en sachant que la balance de performance actuelle, qui est quand même plutôt favorable à Toyota, pour le moment va être modifiée pour les 6 heures de Spa. On devra avoir des modifications de la balance de performance pour rééquilibrer le niveau de performance de chacune des voitures. Derrière, eh bien, nous avons Ferrari, qui est l'adversaire numéro 1, avec la 50 de Foucault, Molina et Nielsen, qui finit devant l'autre Toyota, mais surtout devant la Porsche, et devant la Peugeot, et devant Cadillac. Donc c'est vraiment bien ce qu'a fait cette voiture, même si c'est vrai que la 51 avait l'air d'aller plus vite, mais la 51 a eu aussi des problèmes mécaniques. De toute façon, on sent que Ferrari quand même a un peu plus de marge par rapport à ses adversaires. 1 minute sur Porsche. Voilà, c'est quand même l'équipe numéro 2, c'est Ferrari pour le moment, et c'est fort ce qu'ils arrivent à faire en peu de temps de travail. Mais on rappelle qu'ils ont mis beaucoup de moyens sur ce projet Hypercar, que c'est des mecs de la Formule 1 qui font le projet Hypercar. Voilà, quand il y a eu les budgets capés en Formule 1, on a dû réduire les effectifs. Alors certains effectifs sont partis chez Haas, qui est également à Maranello, et puis d'autres effectifs sont partis sur ce projet Hypercar, et ça avait l'air d'être des effectifs de qualité. Puis on sait que Ferrari a envie de gagner aux 24 heures du Mans, ils viennent pas là pour faire 5e de la course. 3e Porsche, donc avec cette LMDH pilotée par Kevin Hess, Lotterer et Vanthoor. Pas de gros problèmes à noter chez Porsche, mais pas en mesure d'aller se battre avec Ferrari. Voilà, ils étaient un petit peu en retrait au niveau performance par rapport à Ferrari. Il fallait que la Ferrari ait des problèmes pour pouvoir un petit peu s'intercaler. 4e Cadillac avec Earl Bamber, Lynn et Westbrook. Là aussi sur une LMDH du côté de Cadillac. Je pense que Cadillac en Europe, il leur manque du temps de roulage. C'est des circuits qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui fait la différence avec Porsche, parce que Porsche, il y a quand même des mecs qui ont été en LMP1 dans l'équipe Penske. Ils connaissent un petit peu les circuits européens, ce qui n'est pas le cas de Cadillac, donc ils manquent d'expérience sur ce type de circuit. Donc c'est vrai que c'est une première année vraiment d'apprentissage pour eux sur ces circuits européens. Bon, ils ont fait les circuits européens, mais avec la Corvette, pas avec une LMDH, donc c'est un petit peu différent pour eux, donc il faut qu'ils travaillent, voilà, ils sont encore en phase de progrès, mais c'est vrai qu'ils sont un peu en retrait en performance par rapport à Porsche, et c'est également le cas en American Le Mans Series de temps en temps. Peugeot 5e avec la 94, donc Duval, Menezes et Nico Müller. Il y a du mieux chez Peugeot, même si on a encore eu un problème de direction assistée, ça serait bien d'améliorer quand même la fiabilité de cette voiture, parce qu'aux 24 heures du Mans, si on n'améliore pas ça, ça risque d'être une hécatombe. Ils étaient un petit peu en retrait au niveau performance, mais par rapport à leur concept de voiture, Portimao, c'est pas encore tip top. C'est-à-dire comme c'est un circuit avec énormément de dénivelé, on peut pas non plus rouler totalement à ras du sol, on peut pas rouler extrêmement rigide à Portimao à cause de ces dénivelés, de ces mouvements de terrain qui sont très fréquents. Donc je pense que ça ira mieux sur des pistes un peu plus plates. Déjà on verra du côté de Spa, il y a quand même le Radillon, mais c'est quand même un circuit où il faut un peu moins d'appui aéro, donc peut-être que là déjà le concept Peugeot va très bien fonctionner. Et puis au Mans, on est sur un circuit où on peut rouler un peu plus ras du sol, même s'il faudra faire attention quand même sur la ligne droite des Hunaudières, parce que vous ne pouvez pas rouler complètement ras du sol sur la ligne droite des Hunaudières, parce qu'il y a quand même, c'est une route traditionnelle. La deuxième Ferrari, Dave Corset 6e, elle a eu pas mal de problèmes techniques, la voiture de Pierre Guidi, Calado et Giovinazzi. C'est dommage parce que Giovinazzi a fait un super relais. Pareil, James Calado était vraiment très bien au départ. Par contre, Pierre Guidi, ça a été plus compliqué et pas trop de problèmes techniques en fin de course pour cette Ferrari. Donc c'est dommage. La Peugeot numéro 93 de Di Resta Jensen Vergne finit 7e. Et puis ensuite, on a la Glickenhaus.
pas vraiment dans le coup en termes de rythme. Hein. On sent que c'est P1 privé ont beaucoup de mal, hein, les P1 non hybrides ont beaucoup de mal. Donc Romain Dumas, Briscoe, Olivier Plat, 8e et sans avoir de gros problèmes. Hein, c'est juste qu'ils n'avaient pas de rythme par rapport aux voitures de devant. Ils se battaient plutôt avec les LMP2, il faut le dire. La deuxième Toyota, donc 9e, avec pas mal de soucis techniques pour Conway, Kobayashi, Lopez. Il faudra quand même résoudre ces problèmes-là parce que sur une course de 24 heures, s'ils ont autant de pépins techniques, ça pourrait vraiment être une hécatombe pour Toyota, donc va falloir quand même travailler là-dessus. La deuxième Porsche avec Cameron Christensen, Makowiecki. Dommage parce que Makowiecki a fait un super relais. Il a fait 80 tours quasiment sur les mêmes pneus. Vraiment, c'était un très très bon relais de la part de Makowiecki, mais là aussi, les pépins techniques sur la voiture en fin de course qui leur coûtent beaucoup. Et puis la Van Val qui n'a pas fini la course avec le problème de disque de frein de Villeneuve. Ça fait 2 fois que Villeneuve il est dans la voiture et qu'il a un problème. Ils avaient eu un bris de suspension du côté de Sebring. Là, c'est le disque de frein qui a cramé à cause de débris. C'est qui a bien été indiqué par Van Val, mais bon, la voiture est quand même en manque de performance. Ils ont cramé un moteur au bout d'une sortie de stand. Enfin voilà, il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe, il y a un manque de moyens. Après, bon, je rappelle, c'est l'équipe de Colin Cole, c'était déjà pas fou en P1. Bon, on voit que ça n'a pas énormément progressé en hypercar dans cette équipe. Et puis bon, un Jacques Villeneuve qui est toujours en retrait par rapport à Guerrieri et Dillman au niveau de ses temps autour. Puis en plus, il a pas de chance parce qu'à chaque fois ça tombe sur lui sur les problèmes. Donc on l'a jamais vu sur un relais complet. Vraiment Jacques Villeneuve, un relais complet sans vraiment de problème. Et puis aussi, moi j'ai pas trop aimé, c'est le reset de la voiture en plein circuit. Ça aurait été bien de le faire du côté des stands. Donc il y a un amateurisme dans cette équipe qui je trouve est parfois et même limite dangereux. On passe au P2. Bon, du côté des P2, c'est United Autosport qui s'impose, la 23 devant la 22. Pourtant, la 23 a eu des pénalités. Pearson, Van der Garde et Jarvis devant donc Lublin, Hansen et Ben Henley. Pourtant, la 23, oui, qui a eu des pénalités, notamment 5 secondes sur un arrêt au pit. Des problèmes de radio également pour cette voiture, mais voilà, les United Autosport avaient vraiment un super rythme pendant la course. Autant en qualif, c'est avec Prema ou WRT était un peu plus rapide, mais en course, ils avaient vraiment un super rythme. Ils s'imposent devant la voiture du team WRT de Andrade, Kubica et Deletraz, la 41, devant la voiture de Dorian Pain, Bortolotti et Kiat, la Prema. On rappelle que Prema qui engagera les Lamborghini l'année prochaine. Donc Dorian Pain certainement sera sur une Lamborghini en hypercar. Super pole de Dorian Pain, qui je rappelle a fait la pole position. C'est-à-dire qu'on a choisi Dorian Pain pour faire la pole position. Je rappelle qu'il y a quand même Daniel Kiat dans cette équipe. Par contre en course, la voiture avait un peu moins de rythme. Ils ont eu également une pénalité, un petit contact également Dorian Pain. Même si notre ami Franck Lagorce ne l'a pas vu. Franck Lagorce, qui a été fantastique dans les commentaires sur Eurosport. Eurosport, ils ont Olivier Panis et Franck Lagorce, c'est les pires commentateurs de l'histoire des sports mécaniques, les mecs connaissent rien. C'est assez formidable. Écoutez Olivier Panis de la Formula I, c'est fantastique. Aussi, au niveau conneries, prenez d'autres mecs, prenez pas des pilotes. Si vous n'avez pas de pilotes qui connaissent les catégories, faites avec des journalistes, faites 2 journalistes ensemble. Ça sera beaucoup plus simple. J'ai envie de dire que quand je regarde les courses de GT3 ou de GT4, c'est 2 journalistes qui commentent pour la France, ça me pose aucun problème. Les mecs sont compétents, ils connaissent tout, bon voilà, ça pose pas de problème. 5e, la voiture du team Jota, des pénalités, des petits soucis pour Beckman, Yeh et Félix Dacosta. On rappelle que normalement, elle sera avec une Porsche bientôt, cette voiture du team Jota. Ça sera la 3e Porsche, pardon. On a ensuite le Prema Racing avec la 2e voiture, le WRT avec la 2e voiture, Jota et les 2 Alpines 9 et 11. Alors pour Franck Lagorce, ce n'est pas le modèle P1 qu'on a dégradé pour le mettre en P2. Non, c'est un nouveau modèle. C'est une LMP2 classique, c'est pas une P1 de base. Il semblait que c'était assez clair au niveau du règlement P2 quand même, mais il semblerait que ça soit pas clair pour Franck Lagorce. Peut-être réviser ses fiches de temps en temps. Donc l'Alpine est 9e et 11e. Inter-Europol compétition 10e et Vector Sport 12e. On voit que pour les équipes qui ne sont pas des grosses formations, qui ne sont pas des équipes soutien de constructeurs hypercar dans le futur,
c'est compliqué d'être performant. Et on rappelle, les LMP2, ça doit disparaître. Est-ce que ça va disparaître dès l'année prochaine ou en 2025? Ça, c'est la grande question. Mais normalement, on devrait avoir plus que 2 catégories en WEC, c'est les hypercars, les GT. Voilà, on n'aura plus les GT qui seront des GT3, on n'aura plus d'autres catégories. Et nos LMGT-AM, eh bien, la Corvette qui s'impose, Keating, Baronet, Katzberg. Bon, c'est quasiment une voiture presque officielle, hein, la Corvette, qui est vraiment soutenue par le team Corvette qui était avant en GT Pro. Deuxième, c'est la voiture de Perez Campank, Lilou Wadou et Rovera. Vraiment très performante ce week-end avec une très bonne, très forte Lilou Wadou qui a même mené un moment la course, donc ça c'est très très bien. Et puis la troisième place pour les Iron Dams de Bowie, Getting et Frey qui avaient besoin de se racheter après une course compliquée du côté de Sebring malgré une pole position. On a ensuite les 2 voitures du team AF Corset. Project One 6e, Depsey Proton Racing, ça a été compliqué pour les Porsche, elles avaient une bonne vitesse de pointe les Porsche mais elles avaient du mal dans les virages, donc ça a été compliqué également aussi pour l'Aston Martin de ORT by ETF, également seulement 8e dans cette catégorie du côté des GT-AM. On se retrouve nous pour la prochaine course, ça sera du côté des 6 heures de Spa. On fera peut-être un petit point, même classement général à ce moment-là des 6 heures de Spa, ça sera dans 2 semaines. Donc on verra un petit peu toutes les infos importantes du côté de Spa et de cette course qui est importante pour la préparation des 24 heures du Mans. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mavic Production. Ciao ciao.